dessous, vous avez le Sunset, qui est la salle mythique qui existe depuis 1982. Et ici, le Sunside, qui est le petit frère du Sunset. C'est une affaire familiale que mon père avait créée en 1976. Et moi qui étais un grand passionné de musique, j'ai tout de suite senti qu'il y avait des choses très intéressantes à faire dans ce lieu. Et c'était passionnel, bien évidemment. Et je me suis pris au jeu immédiatement et j'ai pu quitter cet endroit depuis 1993. J'ai l'habitude de dire qu'un club de jazz, c'est comme une petite multinationale. Façon de parler, bien évidemment, mais il y a toujours des projets nouveaux à aller chercher, à ajouter des thématiques nouvelles, à aller chercher de nouveaux publics. C'est une petite structure, mais on a la possibilité de s'éclater, de faire plein de choses. Malheureusement, on a perdu un petit peu notre âme de club de jazz pour venir plus des salles de concert. C'est à mon grand dépit que je dis ça, parce que c'est vrai que moi, je reste nostalgique des clubs de jazz comme on l'a connu dans les 50, 60, 70, 80. C'est plus du tout les clubs comme on le connaît aujourd'hui. Avant, on avait la chance de pouvoir avoir des musiciens qui restaient pendant une semaine dans un club. Aujourd'hui, on saucissonne la programmation. Et le jour où on est passé dans un mode billetterie, tout a changé pour nous. On s'est extrêmement professionnalisé. Aujourd'hui, nous sommes assujettis à une TVA de 2,1% à l'entrée. Si je vendais ma consommation majorée, je serais assujetti à une TVA de 20%. Moi, je trouve que c'est important aujourd'hui de payer une entrée quand on va écouter un concert. Tu vas au cinéma, tu payes une entrée également. Tu vas au théâtre, tu payes une entrée. Que voilà, il y a toute une économie derrière. Il y a des musiciens à rémunérer. Il y a un staff à payer. Il y a une structure à faire vivre. On voit déjà la lumière que ça fait comme ça, ok ? Et on verra. Déjà, ça c'est pas mal. Et je pense que cette hauteur-là serait pas... Alors moi, j'ai plusieurs casquettes, en dehors du Sunset et du Sunside en tant que patron. Donc je manage aujourd'hui le Sunset Records, qui est un petit label. En fait, l'objectif pour pouvoir rentabiliser ce label, il faut faire un petit peu ce qu'on appelle dans notre jargon le 360. C'est-à-dire qu'il faut être à la fois manager, à la fois producteur et aussi à la fois tourneur. Effectivement, il y a un string bass. Il y a un string bass. Bon, c'est parfait alors. C'est parfait. Génial. Le choix artistique du label, ce sont des histoires de vie, c'est des histoires d'amitié. C'est des musiciens avec lesquels moi j'ai grandi, qui me connaissent depuis 30 ans. C'est comme le cas de Rhoda Scott, comme le cas de Bex Catherine Romano, comme le cas de Étienne Mbappé, de Anne Ducrot, Jean-Jacques Pelletan. En fait, ce sont des musiciens qui ont joué depuis des lustres ici, avec qui on a développé des liens d'amitié. En fait, Moving Blues, l'album qu'on a sorti sur Sunset Records avec Thomas et Rhoda, c'est un album qui est sorti juste une semaine avant le confinement, premier confinement. Donc c'est un album qui est passé un petit peu invisible à cette période-là. Et en fait, on avait envie de lui donner une deuxième vie. Et que pour redonner une deuxième vie, il faut avoir de nouvelles images, de nouvelles propositions de morceaux. Je crois qu'aujourd'hui, on est rentré dans une nouvelle dimension. Malheureusement, c'est plus ce qu'il y a sur la galette. C'est plus la musique qui compte, c'est plutôt, je dirais, l'habillage de la musique qui est le plus important. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu n'as pas de bons visuels, si tu n'as pas de bons clips, finalement, ton album risque de passer inaperçu alors que ça peut être un chef-d'œuvre. On ne juge plus un album sur sa qualité musicale, mais plutôt sur son côté habillage, merchandising, marketing. On est la première marche pour les jeunes musiciens. Et c'est notre rôle, c'est notre première mission de pouvoir effectivement les amener à maturité
pour que ça devienne des musiciens de notoriété. Ils sont toujours mal payés dans les clubs de jazz, façon de parler. Hein. Ils ne viennent pas dans les clubs de jazz pour pouvoir... c'est pas là où ils vont gagner de l'argent. C'est plutôt, je dirais, une vitrine pour eux. C'est une vitrine, c'est aussi un moyen de pouvoir développer leur projet, pour pouvoir essayer. C'est un laboratoire. Ça, c'est extrêmement important. Casper à la guitare, Mathias à la batterie et Kenneth à la basse, Kemaka Kinetic, Olga Melchenko au saxophone alto et Moussina Ebobissi au saxophone ténor.